Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JTech. Le JTech, c'est le meilleur de l'actualité de la semaine sur 01net TV. Au sommaire cette semaine, on en sait plus sur la future console de Microsoft. Sa configuration technique a été en grande partie dévoilée cette semaine. Vous en saurez plus dans ce JTech. Nous avons testé le Moto G5, un smartphone pas cher qui veut jouer les grands. A-t-il réussi son pari? Facebook lance à son tour les stories à la manière de Snapchat et Instagram. Utile, inutile, on en parle dans cette émission. Et enfin des casques audio testés dans le désert. C'est magnifique et c'est une expérience tentée par Pepe Garcia. Le JTech, chaque semaine, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Scorpio, c'est le nom de code de cette future console de Microsoft. Des infos ont fuité cette semaine sur ses spécifications. Elle devrait être plus puissante que la PS4 Pro de Sony. Aymeric Siméon nous en dit plus. C'est le site Digital Foundry, donc qui est adossé à Eurogamer, qui a eu le droit, l'avantage et l'honneur d'aller voir les ingénieurs de Microsoft pour que ces derniers leur expliquent un petit peu de quoi allait en retourner leur prochaine console. Donc ils sont revenus avec plein d'infos et donc c'était cet après-midi à 15 h que la Digital Foundry en fait voilà, a dévoilé toutes les infos. C'est pas encore un lancement officiel. Ah non, pas du tout. Ah non. Et puis surtout, Microsoft n'a pas communiqué. C'est très astucieux en fait. C'est par la voix de journalistes, Microsoft communique sur sa prochaine console. Microsoft n'a pas fait d'annonce, quelle qu'elle soit. Donc hormis, ils peuvent dire le contraire dans 6 mois. Alors peut-être pas. Alors là, il ferait fort. Peut-être pas, parce que il y a quand même, effectivement, il y a de l'engouement. Donc effectivement, les réseaux sociaux en témoignent bien, mais il y a de l'engouement autour de cette console. Est-ce que Microsoft va être capable de faire mieux que Sony avec la PS4 Pro? A priori, sur le papier, oui. La Scorpio est plus puissante. Donc d'après les spécifications que tu as lues, c'est en fait voilà les spécifications importantes, donc processeur, etc. Processeur graphique, mémoire, etc. Voilà. Ça sera plus puissant que la PlayStation 4 Pro. Sur le papier, elle est plus puissante que la PS4 Pro. On n'a que des chiffres pour l'instant. Voilà, on n'a que des design, il n'y a rien de. Voilà, c'est ça. On n'a pas de design. Alors on a des idées. Bon, après on peut extrapoler tout plein sur à quoi elle va ressembler, etc. A priori, les quelques schémas qu'on a pu voir sur les vidéos de la Digital Foundry montrent que quand même l'ensemble des composants est assez finalement compact. C'est assez compacté, tout est assez bien empilé, donc il y a de fortes chances que elle soit pas non plus immense, quoi. C'est pas une tour de PC le prochain Scorpio. Voilà, on va être clair. Ça va pas ressembler à une énorme console de jeu, voilà, qu'on pourra pas loger sous sa télé. Il faut quand même que ça reste glissable gentiment. Voilà, il y a Corentin sur YouTube qui nous dit Forza 7 en 4K 60 images secondes. Alors peut-être. En tout cas, Forza 6, donc on voit dans la vidéo, effectivement, ils ont essayé, etc. Et a priori, les journalistes de la Foundry ont pu voir effectivement tourner. Ah, ils ont vu des démos de jeux alors a priori, ils ont vu que celle-là, puis peut-être aussi Halo, peut-être qu'on voit à l'écran, mais bon, j'avoue, il va falloir que je la regarde pas mal de fois pour bien tout saisir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vu, ils ont vu Forza et qui tournait en 4K à 60 images secondes. Sur un circuit sur lequel il y a plein de voitures et a priori la plateforme qu'ils ont vue, la puce n'était chargée qu'à 70%, c'est-à-dire qu'elle en avait encore sous la pédale pour aller encore plus loin. Donc a priori Microsoft en tout cas semble avoir tenu son pari, ou en tout cas sa promesse de pouvoir proposer une console qui techniquement pourrait être capable de faire tourner des jeux en 4K de façon native, ce qui n'est pas toujours possible pour la PS4 Pro de Sony. Moto propose une ligne de smartphones dont les spécifications s'apparentent à celles du premium, mais pour des prix d'entrée de gamme. Ont-ils réussi ce pari avec le G5? La réponse de Jean-Sébastien Zanqui. L'écran est plutôt de bonne facture sur ce G5. Effectivement, la dalle Full HD de 5 pouces offre une luminosité de 476 candela par mètre carré, tandis que le contraste est de 1421 contre 1, donc il est tout à fait lisible en extérieur et c'est plutôt de bonne nouvelle pour ce tarif. Alors c'est toujours le cas effectivement sur ce G5, Android 7 est en version stock pure on va dire, sans vraiment de surcouche ou d'icône particulière à Moto. Et puis Moto a malgré tout rajouté ces gestuels qui existaient déjà sur d'autres modèles, comme par exemple le fait de secouer l'appareil pour lancer l'appareil photo, ou alors utiliser le bouton tactile qui est en bas de l'appareil pour naviguer à la place des 3 boutons tactiles habituels d'Android.
Sur ce G5, c'est un Snapdragon 430 qui a été choisi à 1,4 GHz. C'est une puce qui est tout à fait honorable pour les tâches quotidiennes, on va dire. Après, dès qu'on veut jouer à du jeu 3D un peu gourmand, là ça devient forcément un peu compliqué, mais rien d'étonnant à ce niveau de prix-là. Sur l'autonomie, c'est une batterie de 2800 mAh qui a été intégrée à ce G5. Et on est quand même un peu déçu, puisque en utilisation polyvalente, on a mesuré seulement une autonomie de 7h36. C'est en dessous de ce qu'on espérait, qui est fait par les téléphones avec des configurations équivalentes. L'appareil photo est plutôt une bonne surprise, c'est un capteur de 13 mégapixels et effectivement en plein jour on a des clichés de très bonne qualité, assez précis, assez nets. Évidemment dès que les lumières sont plutôt basses, dès qu'on est en mode nuit, là c'est plus compliqué, l'autofocus est un peu plus à la peine et les photos sont souvent floues. Les réseaux sociaux se ressemblent-ils de plus en plus? On peut franchement se poser la question puisque Facebook a intégré cette semaine la fonction Stories comme Snapchat et Instagram. On en parlait sur le plateau du 01 Live. En fait, c'est pas vraiment une impression de trouver qu'ils se ressemblent un peu tous parce qu'ils se ressemblent vraiment un peu tous. C'est-à-dire que Facebook a fait une espèce de push pour mettre sur à peu près toutes les applications de son groupe, c'est-à-dire WhatsApp, Instagram et maintenant Facebook, ce système de stories qui est cher à Snapchat. Donc c'est des vidéos, des photos qui ne sont visibles que 24 heures, sur lesquelles on peut rajouter du texte, rajouter du dessin. Ça peut être du selfie ou une photo d'autre chose, hein, mais voilà. Et donc c'est sur ce côté éphémère. Et qu'est-ce qui leur arrive tous? C'est ce qui fonctionne pas mal en ce moment. Comment? À quoi ça sert? Non, mais... ça sert à surfer sur le succès de Snapchat en fait, c'est ça le truc. Pardon, pour moi. C'est Snapchat, c'est le réseau c'est une social. question intéressante. Mais à quoi ça bien sert sûr. dans l'absolu ou à quoi ça sert sur Facebook? Ah bah mais même dans l'absolu et puis sur Facebook, parce que déjà sur Facebook on trouve déjà plein de contenu. Je crois qu'Aymeric ne fréquente pas assez d'adolescents. Non mais surtout je fréquente pas du tout Facebook. C'est ce qui plaît dans Snapchat, c'est le côté éphémère du truc, c'est-à-dire qu'on n'a pas des dossiers qui s'accumulent de photos avec les copains en soirée. Mais il faut, voilà. Et Jean-Sébastien, il faut peut-être refaire un petit peu d'histoire. C'est vrai qu'il y a quelques années, Facebook avait été à 2 doigts de racheter Snapchat. Tout à fait. Je sais pas combien, 3 milliards, c'est ça? Ouais, c'était quelque chose comme ça. C'était 3 milliards de dollars. Ouais. Le patron de Snapchat avait dit non, jamais, ça ne m'intéresse pas. Passez votre chemin. On a l'impression que là, Facebook est en train de se venger un petit peu de cet échec, en quelque sorte, en copiant au maximum Snapchat. C'est un peu ça, parce qu'en plus là, c'est même pas caché, puisque dans Instagram et dans Facebook, la fonctionnalité s'appelle Story, tout simplement le même nom que ce qu'il y a dans Snapchat. Oui, donc on a l'impression qu'effectivement, ça veut dire que c'est pas protégé ce mot alors. Non, en même temps, c'est un mot histoire. Hein. Oui, c'est un mot dictionnaire. Je connais un mot genre fenêtre, par exemple. Oui, certes. C'est pas mal comme mot. Je crois que d'autres gens peuvent continuer à l'employer quand même en anglais. Ah oui, bon, ça va. Quand on parle des Windows. Oui, voilà, donc effectivement, ça se ressemble complètement. Et ça complexifie en plus les applications. C'est-à-dire que c'est ça le problème. Voilà, sur Facebook, on va se retrouver... Parce qu'en plus, dans Facebook, ils ont également mis un système qui s'appelle maintenant Direct Message, qui est un système qui est donc lui aussi hérité de Snapchat. C'était la première fonctionnalité Snapchat, c'est-à-dire s'envoyer des messages à une ou un groupe de personnes, messages également éphémères, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le voir... Qui est différent de Messenger. Voilà. On va pouvoir avoir 1 ou 2 fois. Donc dans Facebook, on se retrouve avec un flux de story, un flux de direct message, le fil d'actualité classique, et maintenant, en même temps, Facebook est en train de tester un nouveau fil d'actualité alternatif qui regroupe des actualités de pages qu'on ne suit pas. Ah oui, c'est pour nous faire sortir de notre bulle. Donc dans l'application Facebook, on se retrouve avec 4 flux d'actualité différents. Et en plus, il manque d'homogénéité entre les applications, puisque les stories de Facebook ne sont pas tout à fait les mêmes stories, enfin ne sont pas du tout les mêmes stories que celles qu'on a dans Messenger. Pépé Garcia nous a envoyé un petit magnéto depuis le désert où il a eu la chance de tester des casques audio. Il y en a un qu'il a adoré, c'est le Meze 99 Classics et il nous explique tout de suite pourquoi. C'est les stéréotypes du casque hi-fi
qui s'assume, qui est bien dans sa peau et qui a surtout un rapport qualité-prix absolument imbattable. Il coûte aux environs de 300 €. Alors qui est-il? Regardez ce casque. Il est d'abord très élégant, avec du noyer pour les écouteurs, enfin pour les oreillettes. Donc chaque casque a son motif noyer différent. Il est très confortable, double arceau, même pour les gens qui n'ont pas comme moi des cheveux, ça, vous le mettez très facilement. Il est assez encombrant, mais avec une telle élégance luxueuse qu'on s'en fout un petit peu. Par contre, il n'isole pas extraordinairement bien des bruits externes. Donc c'est un casque qui est nomade, mais dans l'avion, transport en commun, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, chez soi, dans un environnement très calme, comme ici, dans le désert, eh bien là, c'est le grand pied, je peux vous le dire. Alors techniquement, qu'a-t-il dans le ventre, ce joli casque magnifique? Des transducteurs de 40 mm, bande passante de 15 à 25 000 Hz. Il travaille sous 32 ohms, donc ça peut aller avec beaucoup de smartphones. Hein. C'est pas des produits qui ont 70, 100, 110 ohms, donc il peut coller avec la plupart des smartphones. Alors ce que j'en ai pensé, mis à part la qualité des matériaux qui est exceptionnelle, le confort qui est sublime, c'est vraiment un casque hi-fi, je le dis franchement, qui est proche de la perfection compte tenu du prix auquel vous pouvez le trouver, c'est-à-dire aux environs de 300 €. C'est vraiment le casque hi-fi. Attention, il faut lui donner des bonnes sources, hein, ne mettez pas n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi un bon casque hi-fi? Ça veut dire que vous entendez tous les sons, toutes les fréquences, tout est bien placé. Ok, il y a beaucoup de graves quand même, mais il assume. Il y a beaucoup de graves, mais il assume totalement parce que le grave ne vient pas phagocyter, ne vient pas détruire le reste du signal audio, tellement c'est bien fait. C'est extrêmement aéré, on met ça sur les oreilles, on écoute des sons, on est là, même s'il y a du grave dans le signal, on entend les sons, c'est très spatial, ça va de tous les côtés. On a l'impression que chaque fréquence est restituée avec beaucoup de classe. Il y a zéro agressivité sur ce casque. J'ai cherché l'agressivité, j'en ai pas trouvé, quoi. Il n'y a pas d'agressivité. Tout est fouillé, il fouille le signal. Quand le signal est bon, vous entendez tous les détails. Et il y a un rendu des voix qui est absolument étonnant. Si vous aimez le jazz, si vous aimez la folk music, vous aimez la soul avec des voix très chaleureuses, des voix de black et autres, vous allez avoir un grain de la voix avec des bonnes sources, attention, un bon baladeur ou autre, vous allez voir quelque chose d'absolument incroyable. Et moi, ce que j'aime sur ce casque, avant tout, c'est que quand vous mettez, par exemple, certains types de musique ou quelquefois certains casques se mélangent les pinceaux ou se marchent sur les pieds, et bien là, il arrive à faire le tri. Il fait le tri dans le signal sonore, ça fait qu'on a toujours un message audio agréable. Oui, j'aurais dû en parler avant. Oui, j'ai été crétin. Oui, le Meze 99 Classic, c'est un excellent casque, c'est un des meilleurs casques hi-fi que je connaisse dans cette gamme de prix. Alors voilà, faute avouée, à moitié pardonnée. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette vidéo avec les autres casques que Pépé a testés sur 01nettv.com, bien sûr. C'est la fin de ce JTech. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez, comme chaque semaine, partager, commenter cette vidéo. Et moi, je vous souhaite un excellent week-end.